Dans le monde actuel où nous évoluons, un simple clic peut détruire votre vie, votre entreprise et bien plus encore. Alors, comment survivre dans cette jungle numérique? Aujourd'hui, j'ai amené pour vous dans Allons à l'essentiel Clément Domingo. Clément Domingo est un expert reconnu en cybersécurité et en intelligence artificielle. Vous le savez, l'intelligence artificielle est devenue un mot à la mode et la cybersécurité est devenue extrêmement importante. Profitant de son séjour à Dakar, j'ai voulu lui poser quelques questions. Comme ça, nous aussi, on va profiter de son expertise et vous aussi, vous allez en profiter. Nous allons à la découverte de Clément Domingo aujourd'hui dans Allons à l'essentiel. Alors, qui est Clément Domingo? Clément Domingo, c'est un hacker, mais un hacker éthique, qui fait de la cybersécurité depuis une quinzaine d'années maintenant et qui essaie de faire découvrir ces sujets-là parfois complexes au plus grand nombre de personnes et surtout aux citoyens. D'accord, ça tombe bien que vous parlez d'hacker éthique. Alors, où se situe selon vous la frontière entre celui qui protège et celui qui attaque? Je dirais la curiosité mal placée. Parfois, certaines personnes vont se dire j'ai envie de voir un peu, mais ça c'est illégal, il ne faut pas le faire. Il faut qu'on fait un peu des tests, qu'on découvre un peu des failles de sécurité, il faut toujours les faire dans un cadre légal. Hélas, quand on parle un peu de l'Afrique, ces sujets-là ne sont pas bien compris et parfois certains, parce qu'ils pensent qu'un site, une application n'est pas sécurisé, vont se dire on va montrer qu'il y a des failles, mais ça, il ne faut pas du tout le faire. Et puis après, cette notion-là, je dirais un peu d'éthique de la personne qui va attaquer ou de la personne qui va dépendre, c'est outre une question de patriotisme, mais c'est aussi un peu une question de se dire moi j'ai envie d'œuvrer pour l'intérêt général, j'ai envie d'œuvrer que pour ma grand-mère, que pour mes parents, que pour mes amis, ils puissent utiliser librement une application sécurisée sans être embêtés. Mais du coup, est-ce qu'on peut hacker pour le bien? Parce que le terme hacker éthique, surtout que hacker c'est toujours un terme péjoratif. Donc... Sauf qu'il ne faut pas que ce soit un terme péjoratif. Tout le monde pense que hacker c'est un terme péjoratif alors que pas du tout. Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Je pense que c'est ça la vraie question. Déjà d'alerter nos gouvernements, nos ministères, les gens, de comprendre comment on trouve ces failles-là, de les trouver, mais surtout de les reporter aux bonnes personnes pour qu'ils puissent les sécuriser, de traquer les cybercriminels, parce que je traque des cybercriminels, et surtout de contribuer à cet effort de vulgarisation, à cet effort d'éducation qui pour moi aujourd'hui est la chose la plus importante. Je me rappelle que tout petit, on avait un truc qui s'appelait l'éducation civique. Moi je dirais aujourd'hui, je suis un peu dans une forme un peu d'éducation cyber. Ok, donc c'est plus un choix moral qu'un cadre légal. Les deux. Les deux en même temps. Aussi bien le côté un peu moral, d'ailleurs c'est une très bonne remarque ça. Je pense qu'assez souvent lorsque les gens me disent mais pourquoi toi t'es hacker éthique et pas un autre, et j'aime toujours prendre le parallèle, un peu un autre exemple, leur dire avec vos enfants, est-ce que vous pensez que si demain ils voient une porte ouverte, je sais pas, dans le quartier, ils vont ouvrir la porte, ils vont rentrer dans la maison? Non, parce qu'ils ont reçu l'éducation. Au niveau de la cyber, et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que je vais découvrir des failles que je vais me servir, que je vais piquer les données, que je vais les vendre. Ça, c'est ce que font les cybercriminels, les pirates. Et moi, je suis un hacker éthique. D'ailleurs, il ne faut pas rajouter le éthique, mais on est obligé, tu vois, de le rajouter parce que les gens pensent que c'est négatif. Alors, vous avez une autre filière, et devenir hacker éthique, pourquoi pas? On peut prétendre avoir plusieurs jeunes Sénégalais qui peuvent devenir des hackers éthiques. Exactement. Alors, Clément, chaque jour, il y a des millions de personnes qui se font avoir par des mails ou des messages frauduleux. Alors, ma question, c'est pourquoi en 2025, on tombe toujours dans des pièges aussi basiques? Parce que tout est une question de psychologie. Donc là, on aurait tendance à penser que c'est un sujet cyber, un sujet tech, mais c'est un sujet psychologique. Est-ce que tu sais que les cybercriminels, les pirates, les escrocs, ils sont bons dans ça? Quand moi, je vais comprendre un peu qui tu es, ce que tu aimes, et que je vais te faire typiquement miroiter, si c'est ici, te faire espérer, ici même à Dakar ou au Sénégal, si tu cliques sur ce mail ou ces SMS, ce qu'on appelle du phishing, du hameçonnage, si tu cliques là-dessus et que tu vas recevoir soit le dernier iPhone, ou alors que je vais te faire un dépôt de 50 000, de 100 000 francs CFA, je suis quasi sûr que tu vas cliquer là-dessus et donc donner toutes tes informations. Et donc ça, tu vois, il faut le comprendre. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui joue énormément dans les cyberattaques, énormément dans les escroqueries. Et je suis quelqu'un de très optimiste, mais là je suis un peu pessimiste par rapport à ça, et surtout avec l'intelligence artificielle qui rend ces arnaques-là mais tellement faciles. Aujourd'hui je peux prendre ta tête, aujourd'hui je peux prendre et puis faire un peu un deepfake, aussi bien une photo, une vidéo, et il y a tellement de choses, et donc ça aussi on a besoin, comme je le disais, d'éduquer,
de sensibiliser, c'est ce qui va faire la différence. D'accord, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un problème de technologie, mais plutôt un problème d'humain. C'est ça. C'est totalement ça. L'humain, encore une fois. Et tu sais, quand on parle un peu de cyber, de tech, parfois les gens se disent c'est compliqué là-dessus. Et parce que je pense, tu vois, ils peuvent pas un peu toucher ça comme cette table, comme le téléphone, Oui. alors que c'est vraiment une question d'humain. D'accord. Et quelle est la meilleure manière de se protéger? C'est Protéger d'être... ses données mobiles, protéger ses données numériques. Je vais y revenir encore. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important, et moi, à quel point je mets de l'effort là-dessus. C'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est la formation. Si jamais on a dit à nos grands-mères, à nos mamans, à nos papas, à nos frères, nos sœurs, nos oncles, ou en tout cas à un employé qui est dans une entreprise, que parce que tu vas cliquer sur le lien, qu'on va rentrer dans ta boîte mail, qu'on va rentrer dans ton WhatsApp, qu'on va rentrer, je sais pas, dans ton Orange Money, qu'on va tout prendre, et ça, il y a des techniques pour le faire, bah, cette personne-là, comment veux-tu qu'elle le sache? Imagine aussi, je sais pas, un peu, on sort un peu ici en plein centre-ville au niveau du plateau, on voit une personne comme ça au hasard, on lui dit, écoute, là j'ai envie de te faire un dépôt, mais pour ça il va falloir que tu cliques sur ça, que tu appelles tel ou tel numéro. Mais vu que la personne n'est pas éduquée, n'a jamais entendu parler de ça, elle va le faire. Et moi je reste convaincu que c'est pas, tu sais, commence à se dire, faut avoir un mot de passe compliqué, une adresse mail. Non, non, non. Avec des non. points d'exclamation, Ça ne sert des absolument points à rien. d'interrogation. Ça ne sert absolument à rien. Moi, je reste convaincu que la meilleure des armes, la meilleure des défenses, c'est le savoir, c'est l'éducation, c'est la formation. C'est comme ça que l'on parvient à mieux faire. Je vais prendre un autre exemple, aussi qui va normalement parler à tout le monde. Tu sais, traverser la route, c'est dangereux et pourtant on traverse tous. Oui. C'est parce qu'on a appris. On sait que quand même on va faire hyper attention, regarder à droite, à gauche. Quand le feu est rouge, quand le feu est orange, quand le feu est vert. Alors que quand tu prends un peu le numérique, les gens ne savent rien de tout cela. C'est vrai. Beaucoup y vont par intuition. En parlant d'ailleurs on parlait des gens, là on va se déplacer dans un cadre beaucoup plus général en parlant de l'Afrique. On dit souvent que l'Afrique est devenue un terrain de jeu pour les cybercriminels. Et je voudrais bien avoir ton avis sur qui attaque qui. Ça, tu sais que cette expression, cette formule, c'est une formule de moi que tout le monde aujourd'hui reprend. Quand je dis qu'aujourd'hui que l'Afrique est devenue le bac à sable des cybercriminels. Donc ça veut dire que les cybercriminels, mais aussi les agences de renseignement, des gouvernements, des entreprises dans le monde, s'amusent en Afrique. Ah oui. Pour la simple et bonne raison, et donc ça, il faut un peu comprendre aussi d'où ça vient. Ça, du coup, ça ne sort pas de nulle part. En 2014, il se passe quelque chose d'assez important dans le monde, c'est l'invasion de la Crimée par la Russie. Et suite à ça, l'Ukraine a commencé à être attaquée de plus en plus. C'est vrai. Et petit à petit, ils ont commencé à se défendre. En 2017, ensuite, il y a eu un autre événement majeur. Enfin, du coup, c'est une cyberattaque. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais toujours un peu raconter les histoires. Une cyberattaque majeure qui a touché énormément d'entreprises dans le monde. Et à partir de 2017, l'Ukraine a dit « Stop, on va commencer à se défendre ». C'est pour ça que lorsque on a eu la seconde invasion de la Russie sur l'Ukraine en 2022, tout le monde pensait qu'on allait avoir, tu sais, un peu une cyberguerre. Oui. C'était un terme d'ailleurs qui faisait un peu buzzer dans les médias, surtout occidentaux là-dessus. Et finalement, c'est pas arrivé, et c'est à cause de ce passif-là. Sauf que depuis le Covid là-dessus, aujourd'hui, les cybercriminels, ils sont en Afrique. Pour la simple et bonne raison que nos infrastructures ne sont pas aussi protégées qu'elles le devraient. Et l'État alors? Nos États, qu'est-ce qu'ils font? Nos États, ils sont très en retard, Mary. Très en retard. Et je ne te parle même pas aussi de ceux qui font en mode graoul, tu sais, où il se passe rien, quoi. Et pourtant, c'est pas le talent qui manque, hein. C'est pour ça que je reviens moi en Afrique pour dire, ici on a du talent, ici on peut détecter les jeunes, il y a moyen de mettre en place des formations, de bonnes formations, d'avoir un parcours, mais pour ça il faut avoir une vision. C'est vrai. Et quand on fait du numérique, c'est une question de vision et c'est pas juste dire, moi en 2 ans j'ai envie de faire ça, si tu réfléchis à 2 ans, tu ne feras absolument rien. C'est vrai. Et pour nos données, ils sont stockés sur les serveurs qui sont hors du continent. Est-ce qu'on peut, avec ça, parler de souveraineté numérique? Et surtout, la question que je rêvais de poser à quelqu'un qui est comme toi, c'est qui détient vraiment le pouvoir? Est-ce que ce sont les États africains, ce dont je doute un peu, ou les GAFAM? Il y a 3 choses dans ton propos. La première, moi je me désole aujourd'hui de te dire que les données de Sénégalais ne se trouvent pas au Sénégal. Elles sont traitées déjà stockées et traitées par d'autres personnes qui ne sont pas au Sénégal. Certaines sont au Sénégal, mais d'autres non. Après, on a parlé un peu de souveraineté numérique. Je vais encore choquer des gens ou non, mais ça, cette position-là, tout le monde la connaît. Hein. La souveraineté numérique, c'est une grosse connerie.
en Afrique. C'est vrai? Une grosse connerie dans la mesure où si on doit être souverain numérique, hein, quand on parle de souveraineté, ça veut dire avoir ses propres data centers, ça veut dire avoir des personnes formées, compétentes, qui infogèrent elles-mêmes, ça veut dire avoir tout un tas d'équipements, ça veut dire ne plus avoir de dépendance. Et si on devait, et donc là je pèse bien moi, si on devait vraiment faire de la souveraineté numérique en Afrique, ça demanderait au bas mot, pour former absolument tout ça, pour avoir tous les cadres légaux, réglementaires, l'arsenal technique, au moins 50 ans. Et je pense que là, en 2025, on a passé 50 ans. Par contre, se dire qu'on va essayer d'avoir une relation équilibrée, et pas celle qu'ont connue nos parents, nos grands-parents, qui a été totalement déséquilibrée, en se disant que quand le Nord, qui est représenté de manière générale par l'Occident, un peu là-dessus, et le Sud vont travailler, quand des consultants vont venir ici, quand des entreprises vont venir ici, il va y avoir un vrai travail main dans la main, et pas juste pour venir et puis repartir, être un peu bas moralisateur. Et donc la question encore de la souveraineté numérique, hein, c'est une vision. On a d'autres pays en Afrique qui font très très bien, qui ont commencé à comprendre ça. Et là, depuis, typiquement, je prends un peu, c'est le cas un peu du Bénin. Au Bénin, ils font des choses magnifiques. Et ils commencent à avoir un semblant de souveraineté numérique. Et puis après, je vais terminer sur un... Nous, on n'a même pas un semblant de souveraineté numérique. Ah bah là, dernièrement, il y a eu un très beau projet, du coup, sur une vision qui s'appelle le New Deal Technology, mais ça va prendre du temps à vraiment, vraiment à mettre en place. On parlait aussi un peu du stockage des données. Est-ce que vous saviez que, quand on parle de data center, enfin, vos données, celles de votre WhatsApp, TikTok là-dessus, c'est stocké dans aujourd'hui un peu plus de 12 000 data centers dans le monde. Sauf que sur ces 12 000 data centers, d'après toi, on a combien de data centers ici en Afrique? En termes de pourcentage. 2%, 5%? 1%, même pas 1%. Quoi? Même pas 1%. Ça veut dire qu'il y a même pas 1000 data centers ici en Afrique. Et la plupart d'entre eux se trouvent au niveau de l'Afrique du Sud. On a un ici au Sénégal. Mais ça, juste pour faire prendre conscience, hein, toujours sur cette question de souveraineté, toujours un peu sur cette question de stockage et surtout qui détient le pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque certaines données critiques de l'administration sénégalaise ne se trouvent pas au Sénégal, ne se trouvent même pas en Afrique. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Mais ça l'est. Et puis derrière aussi, si on doit commencer un peu à prendre de la hauteur, parce que faire moi ce que je fais, il n'y a pas que le côté technique, mais il y a aussi un peu tout ce qu'il y a autour de ça. Donc on imagine que si demain, il y a un différend entre le Sénégal et typiquement les États-Unis ou un autre pays qui héberge nos données, ils peuvent décider du jour au lendemain de couper l'accès. Ça s'est déjà passé pour d'autres pays, pour d'autres choses. Voilà un peu ce qui se passe. Je pensais être rassurée pendant cette interview, mais je ne suis pas du tout rassurée du tout. Attention Mary, et attention, en fait le but c'est pas juste d'être là, du coup de se passer un peu de la pommade, mais de se dire un peu... La vérité. En fait la vérité, mais surtout, aujourd'hui on en est un état des lieux assez clair, et surtout une fois qu'on dit ça, comment on se projette pour faire mieux. Parce que moi c'est ce qui m'intéresse, outre le fait un peu, ok, donc là le constat est là, mais qu'est-ce qu'on fait pour les suites? Tu as raison, c'est vraiment pertinent. Maintenant, parlons de l'IA. Intelligence artificielle, c'est le nouveau mot en vogue. C'est le buzzword. Voilà, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle promet d'améliorer les vies, nos vies en tout cas. Elle peut aussi renforcer les attaques cyber, d'accord? Et c'est déjà le cas. Oui, donc est-ce que tu as déjà vu une attaque où l'IA était utilisée de façon inquiétante? Plusieurs. Je peux t'en donner 3. Une première qui s'est déroulée l'année dernière, qui a fait parler partout dans le monde, où là, tu as eu un transfert de 25 millions de dollars d'une personne qui était autour d'une table ronde virtuelle, donc vraiment une visioconférence, et toutes les autres personnes qu'elle voyait, elle pensait que c'était ses collègues, alors que c'était que des IA qui ont été faits. Et pour la petite parenthèse, vu que je suis beaucoup dans le dark web, beaucoup dans des groupes cybercriminels, j'ai vu passer un outil assez impressionnant qui te permettait de donner absolument tout. Et donc là, ça veut dire que moi, je pouvais parler. Et l'image, la vidéo qu'on avait, c'était l'image d'une autre personne. Okay. Autre donc, attaque. Toi, tu parles à la place d'une autre personne. C'est ça. Ok. Et ce que la personne voit, ce n'est pas toi, mais c'est une autre personne. C'est exactement ça. Et ce qui est fou avec ça, c'est que là, ça va ouvrir des arnaques folles, surtout dans les banques. Et ça, ce n'est pas du deepfake. Ah bah là, on est vraiment sur deepfake, une deepfake hyper avancée. Parce que rendu possible grâce à l'IA. Version intelligence artificielle. Exactement. Du coup, l'intelligence artificielle, c'est un ennemi ou c'est un allié pour la cybersécurité? De manière générale, quand on est citoyen, quand on est une personne, c'est un vrai allié, l'intelligence artificielle. Mais encore, il faudrait savoir
l'utiliser, parce que je pense que si je vous posais la question, d'ailleurs si je te posais la question pour toi, c'est quoi l'intelligence artificielle? Tu vas me répondre comme 9 personnes sur 10, c'est ChatGPT, alors que non. L'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT, c'est pas que ChatGPT. Il y a bien plus de choses à faire, d'ailleurs on en reparlera jeudi. Ouais. La seconde chose, quand on parle aujourd'hui un tout petit peu d'IA, hélas, parce que les cybercriminels, parce que les gens qui sont du mauvais côté de la force ont toujours un 10 coups d'avance sur nous. Tu sais, c'est un peu comme les bandits et les policiers, les gendarmes, voilà, il y a toujours un peu, ils sont toujours un peu, ou les cambrioleurs, ils sont toujours un peu plus en avance. Avancé, oui. Et donc aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus. Et il y a même, un dernier petit exemple pour te montrer à quel point ça devient un jeu d'enfant. Aujourd'hui, dis-toi que pour discuter avec une intelligence artificielle, tu vas écrire une phrase qu'on appelle un prompt. Et dans certains cas, donc, y compris d'ailleurs ici même des banques au Sénégal ou d'autres banques dans la sous-région, qui ont mis en place des chatbots, donc des agents conversationnels avec lesquels on peut vraiment lui poser des questions. Sauf que ça, tu as certaines qui se sont fait pirater, mais comme des enfants. Okay. Donc pour expliquer sans trop rentrer dans les détails, on écrit une phrase, le chatbot répond, nous on revient mettre des choses dont on a envie de faire, et au lieu ensuite, moi d'accéder par exemple juste à mon compte ou juste à ma partie, je peux désormais lui demander, j'ai envie d'accéder aux données ou au compte bancaire de mairie, et voilà comment certains se font. Voilà un peu aujourd'hui à quel point les IA aussi changent, et il y a besoin aussi de comprendre aussi ce qui fonctionne autour de ça. Je suis choquée, mais mon caméraman est encore beaucoup plus choqué, je pense. Tellement. Voilà. Donc là, en Afrique, beaucoup craignent que l'IA accentue justement les inégalités numériques. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, pour ne pas être juste des consommateurs de cette technologie? Est-ce que tu penses que l'Afrique doit inventer sa propre IA et l'adapter à ses réalités? Moi, je dirais déjà qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA, et au contraire, l'intelligence artificielle pour l'Afrique et pour le Sénégal, ça peut être un énorme vecteur de développement. Énorme vecteur de développement dans la mesure où, contrairement à d'autres choses, aujourd'hui, tu peux mettre en place ce qu'on appelle des mini-IA, de tout petits modèles, de tout petites LLM, qui peuvent même aller dans le fin fond du Sénégal, dans des villes reculées, là où il n'y a en fait pas du tout d'Internet, pour venir accélérer ça. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir des modèles qui nous représentent, et pas aujourd'hui des modèles qui sont plutôt représentatifs de l'Europe, représentatifs de l'Amérique ou d'autres parties. Aujourd'hui, quand tu vas prendre... en fait, je vais vous expliquer un truc hyper simple, peut-être aussi que tu as déjà remarqué. Quand tu demandes un peu de générer une image sans faire de précision, automatiquement, ce sera une image soit d'une femme blanche, soit d'un homme blanc. Et même quand parfois tu fais certaines précisions là-dessus, il y a toujours des imperfections. Donc ça montre... Noir, il ne te donne jamais un homme noir, carrément. Tu es plutôt café au lait. C'est exactement ça. Et puis encore, je pense même que si on faisait même en fait des spécifications sur un homme sénégalais par rapport, je sais pas, à un homme béninois, congolais, il ne ferait pas la différence. Non. Et ça, pour comprendre pourquoi, c'est parce que la plupart des modèles ont été entraînés sur des milliers, sur des millions, sur des milliards d'images européennes, en tout cas là-dessus. Et donc nous, on a besoin de reprendre le contrôle là-dessus. Et donc je le dis, d'avoir aussi un peu nos propres intelligences artificielles, nos propres modèles, pour qu'on puisse coller à nos réalités locales. Effectivement. En tout cas, c'est très intéressant. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis captivée. Je n'ai même pas envie que ça s'arrête, mais malheureusement, on va attaquer la dernière partie. Donc, les plateformes mondiales, on a parlé tout à l'heure des GAFAM, Meta, Google, TikTok et autres. Donc, est-ce que tu penses qu'elles en font assez pour protéger les utilisateurs africains, ou nous sommes juste ce que je peux appeler des citoyens numériques de seconde zone? Je dirais même, est-ce que je vais encore choquer les gens qui vont nous regarder? Quand moi je choquais les autres en disant l'Afrique, c'est les citoyens de seconde zone. Très clairement, nous en Afrique, pour faire simple, au niveau du numérique, les gens pensent qu'il ne se passe absolument rien ici, que limite on vit encore dans des cases là-dessus, et donc je ne parle pas dans le numérique. Et donc, si on prend les plateformes, en fait, tout ce qui va concerner un peu la modération, tout ce qui va concerner la protection des données, mais ils s'en foutent totalement de nous, mais disons-nous les choses. Chose qui n'est pas du tout le cas en Europe, parce qu'en Europe, là-bas, tu as un cadre réglementaire. Dernièrement, tu as eu aussi un gros sujet qui a été voté, qui est un peu vraiment le DSA, donc le Digital Service Act, qui vient aujourd'hui contraindre là-bas ces GAFAM-là, en fait, à respecter les citoyens. Et tant que nous aussi, on n'aura pas d'arsenal numérique, et surtout d'arsenal légal, on va continuer de se faire marcher dessus. Cependant, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé au Nigeria. Peut-être que certains auront un peu l'idée. Le Nigeria a quand même contraint Meta
a payé, il me semble, 220 millions de dollars parce que Meta abusé vraiment de toutes les données du Nigeria. Sauf que quand même le Nigeria, à eux seuls, ils représentent presque toute l'Afrique de l'Ouest. Et le gouvernement a dit, bah, si vous n'arrêtez pas, en fait, on coupe Meta. Et là, parce qu'ils ont mis l'argument, la contrainte de l'argent, ils ont dû s'adapter. Et je reste quasi sûr que tant que nos gouvernements aussi, allez, pour une fois, je vais plutôt rester soft, poli, ne prendront pas leurs responsabilités en disant, bah non, maintenant aussi, nos utilisateurs, ils comptent. Est-ce que tu sais quand même que le trafic, le volume d'Internet qu'on a sur les plateformes, à nous seuls ici en Afrique, en présente 3 à 4 fois le volume en Europe. On est les plus grands consommateurs. Ici, en moyenne, en Afrique, tu vas voir, et je pense même aussi au Sénégal, une personne va avoir 2-3 téléphones, 3, 4, 5 comptes WhatsApp. Oui, c'est vrai. Des comptes WhatsApp Business. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Mais avec une mine d'informations folle qui n'est pas captée par le gouvernement, alors qu'on pourrait en faire des choses. Alors qu'on pourrait commencer à alimenter les IA. En fait, je ne sais pas si on se rend compte un peu de ce qui est en train de se passer et de comment on pourrait... Par là, justement, pour se protéger nous-mêmes, parce que à la longue, eux, ils ne le feront jamais à notre place. Donc il faut être vigilant, prudent et se dire bah, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je mets, est-ce que les photos que j'envoie, je les envoie directement ou est-ce que je fais un peu des vues uniques. En fait, il y a des choses un peu à voir, mais ça, c'est une réflexion de base et pas quelque chose... Aussi, c'est pas juste une histoire pour flouter, enfin, soit dit en passant. D'où l'intérêt d'utiliser des applications ou des messageries qui sont plus respectueuses de la vie privée numérique. Et WhatsApp n'est pas respectueux de la vie privée numérique. Tout ce que vous mettez sur WhatsApp ne vous appartient pas, mais au contraire, on connaît exactement tout. toutes vos... Tu peux nous citer une plateforme? Signal. Signal. Signal, c'est comme WhatsApp, mais les gens ne connaissent pas Signal. C'est plus respectueux de la plateforme. Signal, mais c'est vrai que quand tu demandes ici à certaines personnes est-ce qu'ils ont Signal, c'est vraiment des gens qui sont dans le milieu qui te disent oui, j'ai, mais pas... qui savent un peu comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Et Telegram? Non, pas du tout. N'utilisez pas non plus Telegram. En tout cas, si vous devez faire certaines choses, n'utilisez pas du tout Telegram. Et je te parle même pas des moyens qu'on a, juste avec ton numéro, de rentrer dans ton WhatsApp et donc dans ton téléphone. C'est pour ça qu'il y a certains qui n'utilisent pas du tout WhatsApp ou... En tout cas, dans certains pays. Les adresses mail, hein, tu nous as fait une démonstration. Il m'a fait une démonstration où il m'a juste demandé mon mail pro. Et il a été capable de remonter jusqu'à 2021 où j'étais spécifiquement. Et j'ai été, pour vous dire, assez... Voilà. Donc, on va terminer l'émission. Alors, si tu devais réduire toute la cybersécurité à un seul réflexe vital pour protéger sa vie numérique, ce serait lequel? Vraiment, ce serait votre mot de passe. Vous utilisez le même mot de passe partout et il y a juste besoin que dans les applications, les sites, que se soit fait pirater. Et c'est comme ça que des cybercriminels, des arnaqueurs rentrent dans votre vie privée numérique, dans votre Gmail, parce que aussi une grande majeure partie des gens ont un compte Gmail ou un compte Hotmail. Et puis derrière, vu que ce compte-là, lui, il est relié à votre TikTok, à votre Snap, à votre Instagram. Ils font exprès. Donc arrêtez de le faire, ou en tout cas utilisez un mot de passe robuste, ou vraiment séparez votre vie privée numérique, quoi. Ne mettez pas tout dans le même panier. Et moi, je vais juste te demander une dernière chose pour ceux qui nous regardent. Si on doit choisir un mot de passe robuste, comment il serait composé, ce mot de passe-là, par exemple? Et au lieu d'utiliser minuscule, majuscule, point d'interrogation là-dessus, utilisez plutôt une passe de phrase. Et donc, j'aime bien prendre un peu un exemple. Et donc là, je vais prendre un exemple en sénégalais. Comme Balme, Wolofbi. Typiquement, un mot de passe, ça pourrait être Lima Khalebi Didef, Lima Khalebi Jarel. Voilà, ça c'est un superbe mot de passe, beaucoup plus sécurisé que votre, je sais pas, Amadou du 35. Voilà. Points d'interrogation, voilà. C'est ça. Merci pour la référence à Youssou N'Dour. En tout cas, on te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation. Et j'espère que vous avez beaucoup appris. En tout cas, on vous donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah. Vous allez en apprendre des choses, c'est moi qui vous le dis. Donc, merci Clément et bon séjour ici. Merci beaucoup, Amérique Djordjeff. Après cet échange avec Clément, il y a une chose que je peux dire. Dans ce monde numérique ou dans ce monde dans lequel nous évoluons, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de répit. Protéger ses données, c'est protéger sa vie numérique et c'est essentiel.